Alors que l'accident de Fukushima a rebattu la carte du nucléaire dans le monde, plusieurs pays ont décidé depuis de renoncer à l'atome. En France, 75% de l'électricité est d'origine nucléaire et une part importante du parc de réacteurs arrive en fin de vie, ce qui pose la question de leur éventuel renouvellement. Aussi, le nucléaire s'annonce comme un thème important de la campagne présidentielle. Pour en parler, nous recevons Dominique Finon, bonjour. Bonjour. Économiste, chercheur au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Selon vous, quel scénario d'évolution de la filière nucléaire s'offre à notre pays? Il y a trois scénarios envisagés. Maintenir à peu près le parc tel qu'il est actuellement, en rajoutant progressivement des réacteurs neufs, en améliorant les réacteurs actuels, en fermant éventuellement quelques-uns, ou bien de tout fermer sur une vingtaine d'années et de développer à la place des énergies alternatives. Et il y a une voie médiane qui recherche le compromis politique, où on enfermerait une vingtaine pour sceller des alliances politiques entre le PS et le Parti vert. Et alors, donc à chaque fois, on est confronté à des choix politiques, mais par rapport auxquels on a tout de même des éléments de réalité. L'élément de réalité, c'est qu'il y a une infrastructure colossale qui existe, qui fonctionnait à peu près bien, et on ne peut pas soupçonner une mauvaise gestion a priori de cet ensemble technique. On peut l'améliorer. Et donc si on le ferme, on dévalorise une infrastructure, et avec cette richesse perdue, est-ce qu'on créera une nouvelle industrie facilement? Est-ce que ça ne sera pas beaucoup plus coûteux pour les gens? Donc c'est des questions de ce type qu'on doit se poser. Est-ce que, premièrement, techniquement, toutes ces solutions sont envisageables? Nous parlerons après des questions économiques ou sociétales. Je vais vous répondre indirectement. On est dans une démocratie, donc on peut choisir ce que l'on veut quelque part, à partir du moment où il y a des majorités, des compromis qui s'élaborent, et c'est un peu ce que viennent de faire les Allemands. Enfin, en étant plus net, c'est ce que les Allemands viennent de choisir. Mais ils avaient moins de centrales nucléaires que les Français. Alors maintenant, si on sort du nucléaire, on ne peut le faire que lentement. Hein, le scénario le plus extrême de sortie du nucléaire promu par une association qui s'appelle Negawatt, disons le dernier réacteur est fermé en 2033. Il faut donc 21-22 ans. Et après, ils prônent tout de même des appels à beaucoup d'énergie renouvelable, mais une politique irréaliste et très volontariste d'économie d'énergie, de sobriété énergétique et au fond, peut-être quelque part, de changement de valeur sociale. Donc on sort de choix technologiques pour entrer dans des choix sociétaux à ce moment-là. Ce que vous voulez dire, c'est que technologiquement parlant, toutes les options sont sur la table. Non, je voulais revenir à ce point-là, c'est-à-dire en prenant l'exemple des Allemands qui prônent la sortie du nucléaire en disant voilà, le nucléaire n'est pas une technologie éthique parce que les sociétés démocratiquement avancées et très industrialisées, comme le montre le cas du Japon, ne sont pas capables de maîtriser le nucléaire. Et on a une alternative, ils sont les énergies renouvelables. Donc ils proposent de mettre 80% d'énergie renouvelable dans le secteur électrique. Et moi je prétends, et beaucoup d'experts, j'allais dire, qui ont un peu de distance, qui ne peuvent pas y arriver. Et là récemment, la Commission européenne a sorti des scénarios, ça s'appelle la Roadmap 2050, qui concerne tous les pays, et où il y a des scénarios où on cherche à atteindre 80% justement de renouvelables. Les Allemands importent 30% de leur électricité, qui serait l'électricité verte, mais venant, par exemple, du Sahara. Donc, on ne peut pas couvrir tout de même un pays d'éoliennes, imaginer qu'on exploite beaucoup de biomasse pour faire de l'électricité, alors que bon, ce n'est pas forcément l'usage idéal. Moi, je pense qu'il y a une contrainte qui est la contrainte de faible densité des renouvelables, qui fait qu'on ne peut pas couvrir un secteur électrique par des renouvelables. Il y a un autre élément qui est, et j'en arrêterai là, c'est qu'il faut transformer tout le système électrique parce que l'électricité n'est pas stockable et l'éolien, c'est une production variable, intermittente. Et pour ça, il faut avoir à côté
des technologies très flexibles qui montent en puissance dès qu'il n'y a plus de vent, avoir des réglages de réseau extrêmement rapides, etc. Alors là, c'est possible à changer, mais c'est aussi très coûteux et un peu compliqué. Alors on va y venir justement aux aspects économiques, mais ce que je comprends, c'est que sur les aspects techniques, même si rien n'est facile, rien n'est impossible. Sur le plan économique, est-ce que tous ces scénarios sont égaux? On pourrait dire que le scénario qui consiste à maintenir le nucléaire, à prolonger la durée de vie des centrales sous la condition qu'il y ait des investissements de rénovation tel qu'il était prévu avant Fukushima, plus des constructions d'EPR successifs sur lesquelles les normes aussi ont été un peu rehaussées, coûterait tout de même moins cher qu'un scénario où on doit enfermer une vingtaine, les remplacer par des centrales à gaz ou beaucoup plus d'énergie renouvelable. Et a fortiori, un scénario à base de renouvelables. Il y en a qui prétendent que c'est pratiquement équivalent, mais ils raisonnent qu'en termes d'investissement. Rénover une centrale nucléaire, ça coûte 300 à 400 millions d'euros. Installer une centrale à gaz à peu près équivalente, c'est 400 millions d'euros. Alors, ils se basent simplement sur un calcul de coût d'investissement pour dire que ça coûte à peu près pareil. Moi, je dis tout de même qu'il faut prendre en compte le coût du gaz, le coût des permis CO2 parce qu'ils vont augmenter, etc. Et qu'au bout du compte, ce scénario-là est plus coûteux. Cela étant, il y a quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que dans tous les cas, il faut se demander ce que le consommateur est prêt à payer. Et dans le cas du nucléaire qui persisterait, on se situe actuellement tout de même avec des lois de compromis en France qui permettent d'avoir une électricité qui coûte 30% moins cher que dans les autres pays, parce qu'on n'a pas intégré le marché électrique français aux autres marchés. Et ça, c'est contraire complètement aux directives européennes. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un espace européen. Donc le gouvernement avait déjà choisi de ne pas faire payer aux Français la rente du nucléaire. Et ça m'amène à l'idée suivante. Par exemple, dans un scénario à l'APS ou au candidat Hollande, si on ferme des centrales nucléaires et qu'on réinvestit dans des renouvelables, dans des économies d'énergie, etc., on peut très bien s'aligner sur les prix européens. Ça fera pour EDF 6, 7, 8 milliards d'euros en plus. On prend, avec une taxe, ce bénéfice supplémentaire pour EDF et on finance les économies d'énergie, les investissements dans des renouvelables de cette façon-là. Donc, pour finir, il y a des scénarios qui sont à l'évidence moins chers. Mais, disons, dans tous les cas, même dans le scénario où on maintenait le nucléaire, parce qu'on doit respecter les objectifs européens, on aura de toute façon beaucoup d'énergie renouvelable. On aura par exemple 25 000 MW d'éoliennes en 2025, en principe. On devra accélérer les programmes d'efficacité énergétique. Le Grenelle de l'environnement répond un peu à cet objectif. Donc on était déjà sur ce scénario un peu mixte, sur lequel, disons, le scénario PS s'embrayera relativement facilement. Donc le scénario, on pourrait appeler le scénario des Verts, qui est le scénario de sortie du nucléaire, on se heurtera tout de même à des contraintes d'apprentissage, à des contraintes de placement des équipements à base d'énergie renouvelable. Et bon, il me semble qu'il pourrait ne pas être plus volontariste en matière d'efficacité énergétique que, par exemple, le scénario du PS. Mais avec beaucoup d'énergie renouvelable, 80% en 2050, peut-être 50% en 2030, c'est tout de même des coûts beaucoup plus importants. Alors, je fais une incidente tout de même. Les gens, en général, ne savent pas que l'industrie électrique a été libéralisée. Il y a un marché électrique qui est un marché très compliqué. C'est des marchés horaires où les producteurs font leur offre sur la base de leur coût de combustible ou de leur coût variable. Et donc, les éoliennes, elles ont très peu de coûts variables, puisque ça fonctionne avec le vent, et le vent, c'est gratuit. Mais on les a aidés à se mettre dans le marché électrique de façon artificielle avec les tarifs d'achat, avec des subventions. Le nucléaire aussi, c'est des coûts variables assez bas. Quand on mettra énormément de renouvelables type éoliennes
on va pousser les autres centrales qui existent. Et au bout du compte, on n'arrivera plus à investir dans des équipements où on a besoin de beaucoup de capitaux, puisque les prix en moyenne seront bas. Hein, ce que je viens de dire, c'est qu'on pousse dans le marché de façon artificielle les éoliennes. Donc ça compliquera beaucoup le système électrique. Il y a beaucoup de réflexions en Grande-Bretagne là-dessus. Et au bout du compte, ça veut dire qu'il va falloir totalement changer le régime mis en place il y a 20 ans de marché électrique. Alors en France, on ne le sent pas trop, mais ça va être le cas dans beaucoup de pays. Et la Commission européenne devra changer ses règles. Et dans le scénario des Verts, il faudra aller beaucoup plus vite dans ce changement, alors que personne ne pointe ce problème-là. On a entendu beaucoup d'arguments contradictoires à ce sujet. Quel sera, selon vous, l'impact sur l'emploi des différents scénarios? Comme je disais tout à l'heure, même dans le scénario, j'allais dire, officiel, actuel, où on maintient le nucléaire, on fermera sans doute 3 à 4 réacteurs si Sarkozy repasse. On fait déjà beaucoup d'efforts sur les renouvelables. Il y a des appels d'offres pour faire des éoliennes en mer. Il y a le programme d'isolation des logements qui est en cours de croissance parce qu'on est en train de changer les règles de financement, on est en train de changer des règles toutes bêtes comme des règlements de copropriété pour constituer un fonds commun qui appartiendra à la copropriété, qui pourra, en tant que copropriété, après emprunter, ce qu'on ne pouvait pas faire maintenant. Ceci pour dire que tout ceci va être financé, pas forcément par le budget public, mais par exemple, quand on mettra aux enchères les permis CO2, comme ça va être décidé dès 2012, l'argent qu'on récupère des permis CO2, et s'il y a une taxe CO2 dans le futur, comme la Commission européenne le prévoit, on utiliserait les revenus de ces taxes pour financer ces investissements verts. Et c'est ce qui se passe en Allemagne. Qu'on soit dans le scénario allemand de sortie du nucléaire en France, c'est clair qu'il y aura une impulsion beaucoup plus forte de donner à l'industrie de l'isolation. Mais en France, c'est en cours de décollage tout de même. Il y aura une impulsion de données plus forte à la mise en place d'une industrie de construction électrique pour des centrales qui utilisent la biomasse ou les grosses centrales éoliennes en mer. Mais il y a quelque chose que je veux toujours rajouter dans ces considérations, c'est qu'il faut prendre en compte qu'on est dans une industrie mondialisée et qu'actuellement les Chinois cassent les marchés aussi bien pour les éoliennes que pour le photovoltaïque. Et donc ils viennent de détruire plus ou moins l'industrie allemande ou l'industrie californienne. Donc les Allemands, quand ils disent ça va créer tant d'emplois sur le solaire, etc., il faut se méfier. Donc au bout du compte, bon, c'est difficile toujours de répondre par une réponse qui n'est pas claire et complexe, mais bien sûr, si on est dans un scénario de sortie du nucléaire, on boostera beaucoup plus en termes d'emploi ce qu'on peut appeler les industries vertes, mais encore faudrait-il les définir. L'industrie de l'isolation, c'est les fabricants de matériaux d'isolation, c'est Saint-Gobain, c'est les chaînes de distribution de bricolage ou de ce genre de choses. C'est pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, l'idéalisme de beaucoup d'écolos allemands qui pensent que c'est que des énergies décentralisées avec des PME qui vont faire ceci ou cela. Donc, dans tous les cas, il y a une certaine innovation, il y a des créations d'emplois, on crée pas mal d'emplois avec le scénario vert, je dirais. Il ne faut pas oublier que si on sort du nucléaire aussi, on va arrêter des emplois dans le nucléaire, mais je rajouterai, sans me contredire, que le démantèlement de centrales nucléaires demande des emplois, etc. etc. Donc il y aura une industrie de fin de vie du nucléaire qui va durer un siècle. On va aussi créer des emplois de ce côté-là. C'est pour faire un peu d'humour. Mais c'est vrai qu'il faut poser ce problème d'effet d'entraînement de chaque politique. Ce que vous dites, c'est in fine beaucoup de complexité, quoi. Oui. Ces différents scénarios d'évolution de la filière nucléaire, selon vous, sont-ils tous sociétalement acceptables? Il faudrait d'abord définir le mot sociétalement acceptable. Le problème principal qu'on peut observer, c'est que le nucléaire est difficilement acceptable par tout le monde.
Et le cas allemand est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'en fait, le nucléaire en Allemagne est en crise d'acceptabilité depuis 20 ans, depuis 30 ans. En France, il y a eu de la contestation dans les années 70. La centralisation française a empêché la contestation de remonter depuis le local jusqu'au national avec des débats, avec des référendums, comme ça a été le cas dans certains pays. En Allemagne, ce n'est pas nouveau la sortie du nucléaire, puisque la loi de sortie du nucléaire a été votée en 2000, en Belgique elle a été votée en 2002, et ces deux pays ont fait que confirmer la sortie du nucléaire. Ceci pour dire quoi? C'est que les attitudes des sociétés démocratiques sont différentes d'un pays à un autre. Et ça dépend du rôle du droit, ça dépend des structures d'appareil d'État, ça dépend par exemple de la culture du respect de l'autorité scientifique. Et au Japon, il y a eu beaucoup de déficience de contrôle de la sûreté à cause de cette imbrication des pouvoirs qu'on avait un peu en France et dont on est sorti en partie, puisque l'autorité de sûreté nucléaire est complètement indépendante. Maintenant, il y a une partie des Français qui doutent un peu du nucléaire. Il y a une partie des médias qui sont fascinés par l'exemple allemand et qui pensent qu'on devrait faire la même chose. Mais bon, maintenant, les choses se stabilisent un petit peu. On va en reparler sans doute avec le débat de la présidentielle. Maintenant, venons-en aux énergies renouvelables. Je vous disais que c'était des énergies pas denses. Et elles se heurtent aussi à des problèmes d'acceptation sociale parce qu'elles occupent de l'espace. Et prenez le cas de l'éolien, donc il a fallu voter une loi qui date de 2-3 ans pour avoir des espèces de zonage pour implanter des éoliennes. Mais les procédures sont extrêmement compliquées, ça tend plutôt à ralentir ce qui était en cours, c'est-à-dire tout de même un décollage des éoliennes. Mais disons que le problème d'acceptabilité d'implantation des éoliennes persiste. Le photovoltaïque, c'est un peu la même chose aussi. Mais je dirais que le photovoltaïque, l'acceptabilité était plutôt un problème d'acceptabilité économique. C'était à la mode. Il y avait un croisement entre une technologie de pointe et puis une technologie verte, avec un ministre qui ne connaissait pas grand-chose et qui en a fait un pavillon, etc. Mais le tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque, c'est 10 fois le prix sur le marché de gros électrique. Et ça a entraîné après l'arrivée de spéculateurs, des trucs incroyables qui sont arrivés. Et moi, ça ne m'a pas choqué qu'on réforme ça. Donc là, c'est le volet acceptabilité économique. Mais revenons au volet acceptabilité politique. Je pense que s'il faut mettre beaucoup d'énergie renouvelable, il faudra réformer la loi d'implantation des éoliennes. Bon, il y aura une solution, c'est de les mettre toutes en mer à 50 km. On essaye de mettre au point, comme pour les plateformes pétrolières, des plateformes d'éoliennes flottantes. Donc l'acceptabilité des énergies renouvelables n'est pas si évidente. Mais il y a un dernier problème qu'il faut amener, et on va le trouver en Allemagne. Pour développer les renouvelables à très grande échelle dans un pays, il faut amener l'électricité vers les centres de consommation. Or, les énergies renouvelables sont locales et dispersées. Et donc, il faut développer les lignes haute tension. Il faut éventuellement organiser une gestion européenne de la gestion des aléas de l'éolien, puisque, en fait, les gisements éoliens ne sont pas en phase. Donc, il y a moyen d'utiliser les réseaux pour ça. Mais en Allemagne, cette année, ils n'ont créé que 4 km de lignes haute tension, alors qu'il leur en faudrait 4000 km pour arriver à avoir cette place des énergies renouvelables. Alors, le gouvernement allemand a fait voter dans sa loi sur l'énergie une espèce de préemption fédérale, c'est-à-dire d'obliger les Länder à accepter des lignes. Mais où est l'acceptabilité? Parce qu'ils vont de nouveau se retrouver face à des oppositions. C'était comme pour les centrales nucléaires, une façon d'avoir l'acceptabilité, c'est de donner de l'argent aux communes. C'était le cas en Italie dans les années 80, où le référendum de sortie du nucléaire de 86
La question c'était, est-ce que vous êtes d'accord pour que les communes reçoivent d'importantes taxes pour les centrales nucléaires qui seront construites sur leur territoire ou en périphérie? Et on va se retrouver avec ces problèmes aussi progressivement. Donc ceci pour dire que le scénario tout renouvelable, il est loin d'être gagné. Et autant le nucléaire pose de vrais problèmes qu'on peut, à mon avis, dans un cadre de débat mature, arriver pas à solutionner, mais à apaiser avec des procédures démocratiques, avec des règlements de sûreté appliqués, avec des autorités de sûreté indépendantes. Mais ce n'est pas évident. Les renouvelables posent d'autres types de problèmes et ils ne seront pas forcément solubles comme ça. Alors on l'a compris, beaucoup de complexité, des arguments de nature extrêmement variés. In fine, sur quel type de critères le citoyen lambda peut-il s'appuyer pour se faire son opinion quant à ce qu'il conviendrait de faire au sujet du nucléaire? Le citoyen lambda, il ne connaît peut-être pas complètement la lourdeur des choix industriels et technologiques qui sont derrière, les problèmes d'innovation qui, pour les technologies géantes, sont très longues. Même pour le photovoltaïque, ça fait 50 ans qu'on essaye de mettre au point différents types de technologies photovoltaïques. Là, si les coûts ont baissé, en fait, c'est des prix qui ont baissé. C'est parce que les Chinois font du dumping et par rapport tout de même à un saut qui a eu lieu, qui est dans les procédés industriels, ils ont construit des usines de très grande taille, et ils ont changé de procédé, parce qu'on avait plus de mal à faire aux États-Unis ou en Europe. Ceci pour dire quoi? C'est pour dire que il faudrait plutôt se référer, j'allais dire, à des critères, pas pour les politiciens, pour le politique, qui doit prendre en compte à la fois des aspects économiques, des aspects de développement économique, et des aspects politiques, de recherche de compromis sociaux, etc. Alors, il y a un premier critère qui est évident, combien ça va coûter et combien, au bout du compte, le consommateur ou le budget de l'État va devoir payer. Moi, je considère que, de ce point de vue, je le disais tout à l'heure, bon, il y a certains scénarios qui coûteront moins cher, mais c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut mettre le critère principal. Encore, toujours est-il qu'il faut le prendre en compte, parce que après, il y a le deuxième critère, c'est est-ce qu'on peut le financer? Et le problème du financement, il est très important. On est tout de même dans une crise financière. Les entreprises électriques ont du mal à financer leurs nouveaux investissements. Il faut trouver des solutions donc, pour financer ceci. Alors, une première solution, je l'évoquais brièvement tout à l'heure, c'est de changer le régime de marché des industries électriques. Et là, comme je le disais tout à l'heure, les Français ne se rendent pas compte combien la culture de marché est encore prégnante à Bruxelles et dans beaucoup de pays européens, et la France doit respecter les directives des marchés électriques. Or, les pionniers de la libéralisation, les Anglais, sont en train de changer en catimini leur régime de marché. Donc, ils sont en train de remettre en place un régime qui est une espèce de régime d'acheteur unique ou de... C'est un peu compliqué à expliquer. C'est qu'ils vont faire des appels d'offres pour les nouveaux équipements qui n'émettent pas de CO2, le nucléaire, la capture et la séquestration du carbone, les éoliens offshore, les centrales biomasse de grande dimension. Et c'est l'État qui prend tout le risque et qui garantit un prix. Avec ça, on peut investir. À côté, il y aura des tarifs d'achat pour les énergies décentralisées. Mais tout doucement, ça va envahir le secteur électrique et le marché n'aura pratiquement plus aucun rôle. Alors il faudrait déjà qu'à Bruxelles, ils se rendent compte de ça. Est-ce que du coup, finalement, tout n'est pas qu'affaire de politique? Oui, au sens le plus noble du terme. Oui, tout à fait. Mais à côté, il y a tellement d'idéologies. Et à Bruxelles, il y a ce mélange qu'on retrouve un peu en Allemagne d'idéologie européaniste, c'est-à-dire il faut que tout le monde fasse la même chose, qu'on converge. Donc, par exemple, sur les énergies renouvelables, il y a ce qu'on appelle les certificats verts. Donc, on oblige les vendeurs d'électricité d'avoir 20% d'électricité verte dans leur portefeuille d'acquisition d'électricité de gros. Et avec ça, on fait un marché pour qu'ils s'échangent des certificats verts, s'ils en ont trop ou pas assez. Et
il y avait cet idéalisme de dire, voilà, on le fait au plan européen, et donc si les Belges n'arrivent pas à faire des éoliennes, eh ben, on les fait en Galice, c'est les Belges qui le financent, etc. Et ça ne peut pas marcher, il y a énormément de risques partout. Alors le deuxième point, l'européanisme se mélange avec le libéralisme, dont je viens de parler. Et là-dessus se surajoute donc, j'allais dire, l'idéologie verte. Alors ça fait un mélange dont il est très difficile de sortir, parce que comment dire, par exemple, si la France s'amène et dit il faut reconnaître le nucléaire comme une énergie bas carbone, et du coup on prend ça en compte dans les plans européens, et l'Union européenne encourage les pays à développer le nucléaire, c'est un tollé. Par contre, si c'est des renouvelables, alors tout le monde est content, etc. Alors on est effectivement là dans la base politique, mais sur fond d'idéologie. Et ça peut être de l'idéologie dans le bon sens du terme. L'idéologie des Verts est tout à fait respectable, mais à un moment donné, elle n'est pas réaliste au plan économique et industriel. Et c'est un peu ça que moi je leur reprocherais, en prenant le cas par exemple des Allemands, qui font passer cette loi de sortie du nucléaire en faisant croire que les 80%, c'est pour demain, et il suffit de faire comme ça pour les avoir, alors qu'ils n'y arriveront pas. Et en même temps, là on le voit au niveau européen, là j'étais à Bruxelles la semaine dernière dans un séminaire sur la roadmap 2050, on voit la domination intellectuelle des représentations allemandes sur les scénarios européens. Ils vont essayer sans doute de décourager les pays qui veulent continuer à garder leur nucléaire à sortir du nucléaire. Alors, je ne pense pas qu'ils y arriveront, mais ceux qui vont rester dans le nucléaire seront culpabilisés, seront coupables. Donc on est dans le politique. Mais je vais finir tout de même par d'autres critères. Les critères d'emploi, oui, ça existe. C'est une justification des Allemands en disant, voilà, on fait des renouvelables, ça va réactiver l'industrie allemande dans un nouveau créneau. Mais je crois que là aussi, il faut détricoter un peu ce qu'ils disent. Je vous ai parlé du photovoltaïque allemand qui est en train de faire faillite. Bon, voilà, après, l'isolation, ils ont un programme qui a démarré, l'isolation des logements, qui ont démarré plus tôt qu'en France. Ils ont un système de financement public par l'équivalent de la Caisse des dépôts qui est remarquable. Donc ils arrivent à isoler de façon approfondie 200 000 logements déjà, et ils comptent arriver à 400 000 logements par an. En France, on est à 20-30 000 logements, et c'est vrai que là, ça crée un vrai tissu d'artisans, les fournisseurs de matériaux se développent, etc. Donc l'emploi, la dynamisation industrielle, je pense que c'est aussi un critère qui compte. Mais au bout du compte, quand on prend tous ces critères-là, c'est très difficile de choisir. Je crois que les hommes politiques sont aussi idéologisés. Et ils doivent aussi aller devant leurs électeurs. Et alors c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'à un moment donné aussi, ils sont obligés d'accepter des compromis ou d'adhérer apparemment à des valeurs qui leur fait faire des choix qui ne sont pas assez mesurés. Maintenant, enfin je finis, hein, excusez-moi, je suis trop long, mais il y a tout de même des débats, voilà. Et les débats politiques sont faits pour ça. On a beau dire ce qu'on veut contre la présidence Sarkozy, il y a eu le Grenelle de l'environnement qui a fait bouger les choses. Moi, je suis de gauche. Mais pour quelqu'un qui a vécu les années 70-80 comme une guerre de religion, je vous assure que ce qui est arrivé avec le Grenelle de l'environnement, c'est quelque chose. Avec Fukushima, il a tout de même créé des commissions de réflexion sur la prospective 2050. Et après, on débat. Après, on va en débattre pour les présidentielles. Mais encore une fois, et c'est peut-être parce que je ne suis pas né en Normandie, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais mon critère resterait peut-être celui du réalisme aussi, quoi. Ne pas embobiner les gens trop par des choses qui ne sont pas atteignables, ou qu'on les informe de ce qu'ils devront payer aussi. Et il y a un dernier point tout de même, la précarité énergétique dont on parle peu, et qui est tout de même un point important, c'est qu'avec la crise économique, les gens se sont appauvris, les classes moyennes s'appauvrissent avec la hausse du foncier, etc. Et tout ça va coûter relativement cher.
Et je crois qu'on ne peut pas avoir un programme politique sans ajouter quelque chose au niveau de la façon dont les gens modestes pourraient payer leur facture énergétique, surtout si le prix de l'électricité devrait augmenter pour payer les renouvelables, etc. Ce que l'on retient, c'est pas de solution simple et la nécessité absolue de débattre. Oui, c'est ça. Dominique Finon, merci. Merci aussi.